Au commencement était l'idée d'un festival, celui de l'Ououla, propre au peuple balevin, prévu courant mars 2019, mais avec la Covid-19, tout fut remis à plus tard. Mais 2020, retour au rêve avec un téméraire président du comité d'organisation qui ne recule pas devant l'obstacle. Confinement, diplomatie, mesures barrières, toutes avaient donc été mises en œuvre pour tenir le pari de cet événement sans propager la Covid et sans buter sur les coûts des restrictions administratives. Il fallait donc compter sur cette grande dynamique. Le président du comité d'organisation du troisième festival de Ola devait donc certainement jouer à la baratin, à la rencontre des médecins, des administratifs, bref, de tout ce qu'il devrait falloir pour accompagner de façon sereine, institutionnelle, républicaine, cet événement de valeur pour le peuple balevin. Paris réussi. Mais alors, le président Richard Dongué peut bien nous dire pourquoi cet événement absolument en plein Covid. Ce festival était prévu au départ du 4 au 18 avril 2020. Et effectivement, nous avons décidé de le reporter une date ultérieure en raison du contexte sanitaire de Covid-19. Nous avons de nouveau reprogrammé ce festival sur la période du 20 mars au 3 avril, en lien étroit avec toutes les parties impliquées. Et de manière claire, le Covid-19 est une situation dans laquelle on est obligé de pouvoir, autant les pouvoirs publics n'ont pas arrêté les activités sur l'ensemble du territoire national, mais ils ont prescrit de pouvoir absolument mettre en œuvre les différentes activités au quotidien en se rassurant que les mesures qui ont été édictées ont été respectées. La Covid, en tout cas, n'aura pas été un obstacle en tant que tel, car il aura simplement suffi à la communauté balevin, à travers son président du comité d'organisation, de se réinventer. Nous sommes suffisamment avancés, surtout au niveau de toutes les articulations. Comme je l'avais dit, ce festival est un festival des arts de culture. Donc, en fait, l'objectif est de pouvoir valoriser et revitaliser les différents aspects de notre culture à travers des actions d'exposition de nos objets d'art, la visite des lieux sacrés et aussi en fait valoriser nos danses traditionnelles, notre art culinaire. Mais nous allons au-delà en essayant de pouvoir contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des fils et filles balevins à travers un certain nombre d'activités que nous avons mises en route en lien étroit avec les départements ministériels impliqués dans l'organisation du festival, à savoir le ministère de l'Agriculture bien évidemment, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, etc. Au menu donc de cet événement, tout est mobilisé. Sport, culture, éducation, art culinaire et surtout santé. Des activités mobilisées avec l'accompagnement de nombreux comités mis sur pied dont les membres avaient forcément affiché volonté et professionnalisme pour la réussite. 13 jours de brassage ayant relancé la grande dynamique balevin et au finish, le temps d'un regard rétrospectif sur l'ensemble de l'événement et d'un regard prospectif sur l'avenir du groupement. Cahier d'un retour sur le Loola dans cet entretien avec Richard Dongué. Au lendemain du festival Loola du groupement balevin, dans sa 3e édition, nous avons l'occasion de rencontrer le président du comité de pilotage. Monsieur Richard Dongué a, depuis 2 ans, pris les commandes de cet événement. Malheureusement, pour des raisons de la Covid, on s'est retrouvé effectivement en train de revenir pour une seconde année, même pour aborder le dit festival dans la même difficulté, c'est-à-dire avec la Covid. Précisons qu'au cours de cet entretien à bâton rompu, il est question de refixer la compréhension de la communauté nationale et même internationale balevin sur le festival Loola ou alors sur le concept
le Wola en tant que festival et éventuellement le Wola en tant que comité de développement. Mais il faut bien préciser pour parler du bâton du berger à la bergère, le festival Le Wola a été le véritable point d'ancrage qui a permis en même temps d'apprécier une approche de gouvernance favorable probablement au développement du village, mais certainement qui aurait fait ces résultats, on en parlera pendant le festival. Précisons donc qu'ici, il n'y aura pas de tabou, parce que le festival, c'est en même temps de la préparation, c'est le déroulé, mais aussi c'est des perspectives. Dans cette initiative, le président Dongue, Richard, a accepté d'accueillir notre équipe de reportage. Merci de nous regarder. Bonjour, monsieur Richard Dongue. Merci, Charlie. Qu'on vous présente quand même les félicitations de notre équipe d'être revenu vivant, parce que, il faut le dire, ça n'aura pas été des plus faciles, un festival en plein Covid. Lorsqu'on parle donc du festival Lola, beaucoup confondent le festival à un projet communautaire qui existe déjà et qui s'appelle aussi Lola. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on entre dans le vif du sujet, lever cet équivoque auprès de nos téléspectateurs? Je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir trouvé du temps dans votre agenda pour que nous puissions effectivement donc avoir cet échange qui, à mon avis, devait être réciproquement bénéfique, aussi bien pour la communauté Balvin en particulier. Effectivement, le point que vous soulevez est un point pertinent. On a le ressenti qu'il y a un amalgame entre festival, le Wola, et le Wola en tant que comité de développement. C'est deux entités complètement différentes. Et je voudrais être clair d'emblée du jeu pour dire qu'en fait, le festival, le Wola, est un sous-ensemble du comité de développement, le Wola. Et déjà par le passé, lors d'une réunion du comité de développement, il y avait effectivement donc, ça avait été à l'objet de discussions pour lesquelles certaines élites pensaient qu'il fallait qu'on puisse probablement revoir, repenser qu'est-ce qu'on donnerait comme dénomination pour le comité de développement de manière à éviter ce genre d'amalgame. Mais moi j'ai été clair, comme je l'ai dit, le festival est un sous-ensemble. Le festival, le Wola, est un sous-ensemble du comité de développement, le Wola. Donc, c'est pour dire qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'amalgame ni de risque de confusion. Mais tout simplement, je comprends un certain nombre de Balvins qui en fait sont parfois dans une situation de confusion. Mais pour revenir effectivement donc pour le festival de Wola, pour lequel effectivement Sa Majesté le roi Balvin m'avait contacté pour me demander de prendre en fait la présence de son management et que j'avais accepté avec beaucoup d'intérêt, animé par la volonté de contribuer au développement de notre cher et beau village. De manière claire, le festival, normalement, ses missions régaliennes sont de valoriser, revitaliser le patrimoine naturel et innaturel à travers un certain nombre d'activités ciblées, telles que la visite des lieux sacrés, la mise en avant des rites de purification, revaloriser nos danses traditionnelles, mais également notre art culinaire. Ça, c'est en fait les missions régaliennes d'un festival des arts et de la culture. Mais mon équipe et moi, lorsque nous avons en fait accepté cette mission, nous on est arrivé à l'évidence que le village depuis plusieurs années était dans une situation de léthargie sur le plan d'activités qui concourent au développement, au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie des populations balvines. Et c'est fort de ce constat que nous avons donc dans la feuille de route de mise en œuvre de notre activité intégré certaines missions qui normalement ne sont pas du domaine de compétences d'un festival des arts et de la culture. Nous avons intégré exprès pour effectivement donc essayer de... On dit que la nature a horreur de vide. Et essayer donc de pouvoir donc effectivement donc diluer en fait la perception qu'un certain nombre de Balvins avaient sur le fait que
Aujourd'hui, on est dans une impasse. Le village, il n'y a aucune activité qui concourt au développement. Et c'est pour ça que nous avons donc exprès intégré quelques activités qui, normalement, ne sont pas des domaines où d'un festival des arts et de la culture. Mais nous on l'a fait exprès, tenant compte que depuis plusieurs années, comme je l'ai dit, le village est dans une léthargie en matière de développement ou d'activités devant concourir à l'amélioration du bien-être de la qualité de vie dans le village. La superposition de ces deux terminologies, est-ce qu'elle n'a pas finalement, pour les élites que vous êtes, créé aussi un frottement entre le président du comité de développement et le président du comité de pilotage du festival? Quelle est la relation aujourd'hui entre les élites que vous êtes, mais également en tant que les porteurs d'idées de développement dans deux couloirs différents dans ce village balevin? Effectivement, il y avait quelques malentendus, mais je pense que nous sommes tous des adultes, nous sommes des gens animés par la volonté de contribuer effectivement donc, au développement du village, comme je l'ai souvent dit. Et nous sommes tous de passage, que ce soit le roi, que ce soit les élites. Aujourd'hui c'est nous, hier c'était nos parents, avant-hier c'était nos grands-parents, ils sont partis, mais le village balevin reste dans la carte du Cameroun. Personne n'effacera le village balevin de la carte du Cameroun. Le village, c'est une pérennité. Nous allons passer effectivement donc, de l'autre côté, laisser effectivement donc, le village à nos enfants resteront à nos petits-enfants, ainsi de suite. Donc je pense qu'effectivement, le président Condé Leplan et moi, on a eu d'ailleurs une session très enrichissante pour clarifier les choses, pour lesquelles effectivement donc, on était tous tombés d'accord sur le fait que, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le festival Wola est un sous-ensemble. Normalement, il y a un comité de développement, et un comité de développement, donc finalement, donc, un certain nombre d'activités qui peuvent donc concourir, comme je dis, au développement, au bien-être de la population, mais également aussi pour valoriser la culture balevin. Donc pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas d'amalgame. Le festival fait partie, à mon avis, des activités que devait conduire le comité de développement. Désigné par Sa Majesté le Roi, souverain de Balevin, pour conduire le troisième festival, est-ce que vous avez très vite imaginé les raisons pour lesquelles c'était vous et pas quelqu'un d'autre? Votre question, je suis embarrassé parce qu'effectivement, cela m'avait taraudé l'esprit. Je m'étais demandé bien qu'est-ce qui a poussé Sa Majesté de porter son choix sur moi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, surtout que je suis élite, mais il faut perdre de vue le fait que j'ai été quand même pendant 12 ans en expatriation pour des raisons professionnelles. Donc, un peu au dehors, pas en fait à l'épicentre de la gestion des aspects développement du village. Même si je le faisais, mais c'était à distance, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais en exploitation hors du Cameroun pendant 12 ans. Je suis revenu, je suis revenu et j'ai été également en fait en interaction avec pas mal des amis, élites au niveau de Douala, mais sans toutefois être partie prenante. Mais moi, lorsque le chef m'a en fait approché pour me dire qu'il voulait me confier la présidence de la gestion du festival, je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai dit de toute façon, je ne veux pas challenger mon roi. Donc j'ai accepté avec beaucoup de plaisir la responsabilité qu'il m'avait donnée. Et je lui ai dit que je ferais de mon mieux pour en fait être à la hauteur de cette confiance qu'il a mis en moi. Les activités communautaires ne sont pas un long fleuve tranquille. En tout cas, est-ce que de votre point de vue, tout s'est passé comme vous aviez imaginé? Lorsqu'il m'a contacté pour prendre en fait le leadership de cette activité, je savais que c'était quelque chose de pas facile parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal des informations que je recevais, sur lesquelles il y avait une frange des élites, notamment à Douala, où il y avait un conflit entre la communauté balevin, qui en fait s'était tranché en deux camps. Et j'avais dit d'ailleurs à Sa Majesté à l'époque que je pense qu'on ne peut pas faire sans Douala. Et que une des conditions que je posais était que lui et moi, on essaye de s'inventer pour voir en fait créer les conditions et la sécurité requise
pour avoir effectivement la majorité des Balevins résidents à Douala qui devaient en fait apporter l'adhésion à la gestion de ce festival. Je pense que ça a été quelque chose de fait parce que finalement, je pense que Sa Majesté n'a ménagé ni son temps ni sa peine et qu'en action avec un certain nombre d'élites, nous avons pu finalement donc créer les conditions adéquates et idoines pour permettre donc de pouvoir donc avoir effectivement l'adhésion des Balevins, de Douala. Ça c'était en fait l'état de lieu que j'avais fait pour y aller de l'avant, par contre, c'est sûr que, parce que d'après ce qu'on m'a dit, des éditions antérieures, une bonne partie de la population de Douala les avait boycottés. Et à cause effectivement donc du fait que les élites, je l'ai dit, la communauté Baleine de Douala était en fait dans des positions tranchées pour des problèmes que je ne souhaiterais pas revenir dessus, mais le plus important c'est que nous puissions trouver effectivement donc les voies moyens de pouvoir effectivement donc créer la sérénité. Je pense que ça a été fait. Et ce qui était également un défi à relever, c'est que il m'avait été reporté aussi que beaucoup d'élites et même des Balevins, aussi bien de la diaspora que ceux qui à l'intérieur national, trouvaient que le festival n'avait aucune valeur ajoutée. Parce qu'effectivement, on regroupait les gens pour venir boire et manger. Et on ne voyait rien de concret qui en fait pourrait concourir au développement, à l'amélioration de la qualité de vie et au bien-être des populations. Donc j'ai également intégré ça dans mon approche. J'ai donc dit en fait pour moi c'était les deux en fait défis qu'il fallait relever. Et c'est pour ça que je vous dis tantôt que finalement dans la mise en route de ma feuille, j'ai essayé d'intégrer des activités qui concourent au développement au bien-être de la population, de manière à pouvoir diluer en fait, la réserve qu'avait un certain nombre d'élites sur effectivement donc l'utilité du festival. Lorsque vous avez commencé le festival, on a aussitôt vu une mobilisation d'une frange des acteurs qui hier n'étaient pas déjà alignés de vos côtés, à vos côtés. Alors, mais est-ce que vous avez aussi sur le parcours, est-ce que vous pouvez nous dire comment, par ailleurs, vous avez structuré à votre niveau la mobilisation réelle de ces ressources, de toutes les composantes, de toutes les communautés, pour que le festival soit un événement communautaire soutenu par tout le monde, par tous les fils balevins? Je peux vous dire que déjà, quand moi j'étais étudiant, j'étais président des élèves étudiants balevins. Et après avoir été président des élèves étudiants balevins, j'étais président de ce qu'on appelle AM, Amicale des élèves étudiants de la Ménois. Et lorsque j'ai terminé mes études sur la vie active, j'ai eu à conduire des cercles d'amis pour lesquels nous avons eu à mettre en place des activités concrètes de développement. Donc notamment le CAEP, ses amis pour l'entrée de promotion, qui est un cercle des Balevins qui sont à Douala, où j'ai eu de manière longtemps à assurer la présidence, pour lequel on a mis en place un nombre d'actions. On a organisé l'addition des prix aux élèves dans notre village ici, qui était quelque chose de sensationnel. Et nous avons organisé des campagnes de santé à l'époque. Je pense que de toute façon, jusqu'ici, pas mal d'élites qui sont honnêtes, sincères, reconnaissent que j'ai le sens de management de la communauté, couplé effectivement donc à mes styles de management que j'ai acquis au sein de la multinationale où j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, où j'ai eu des fonctions de directeur général et pour lesquelles effectivement j'ai toujours eu dans le sac pour vent. Je pense que tout ça était effectivement dans des facteurs, que ce soit dans la gestion communautaire ou la gestion des entreprises à centre de profit, dans la conjonction de tout ça, je pense que pour les élites qui étaient honnêtes, ils ont compris que effectivement il était de bon ton qu'ils puissent m'accompagner et pouvoir adhérer à ce projet que m'avait confié le chef de la communauté. Il faut remarquer qu'à pareille
activité, on n'a pas toujours l'adhésion de tout le monde. Il peut y avoir des gens qui auraient bien voulu être à vos côtés, qui n'ont pas pu, peut-être pas de leur fait, peut-être pas du vôtre, mais aussi peut-être du simple fait qu'ils ne répondaient pas forcément à vos critères de sélection. Sur quoi est-ce que vous avez bâti la caractérisation de ceux qui devraient être à vos côtés? Pour le choix de profil des personnes, c'était en fait la disponibilité, la transparence, la loyauté, l'intégrité. Voilà quelques critères sur lesquels je me suis fondé pour pouvoir sélectionner les personnes avec lesquelles je devais donc mener cette mission qui m'avait été proposée par le roi. Je dis bien la disponibilité, l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté, la disponibilité. Vous n'aurez jamais 100% de personnes qui vous suivent dans tout projet. Je pense que et ça c'est vérifiable à tous les échelons. Je dis, vous n'aurez jamais. Le plus important, c'est d'assurer que vous avez une bonne partie qui vous permet d'avancer. Ça, c'est pour moi une des règles dans la gestion des missions que j'ai souvent eu à gérer lorsqu'on me les confie. Ce sont donc ces facteurs qui ont été déterminants pour moi, pour me permettre de pouvoir donc effectivement donc identifier des personnes ressources avec lesquelles je devais mener cette mission. Il y a probablement, comme ça existe dans toutes les organisations, des personnes sur qui vous avez misé, mais qui ont quitté le bateau avant le voyage. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ce genre de désistement à mi-parcours de certains de vos élus? On est dans un monde où rien n'est figé. Et donc, quelqu'un peut avoir toute la bonne volonté, mais qui finalement, de facteurs indépendants de sa volonté, puisse venir faire qu'il puisse être disponible. Donc là, je pense qu'il faut rester positif et donc juste comprendre les personnes et avancer. C'est vrai qu'il y a quelques personnes effectivement qui au départ, comme je vous l'ai dit, sont dans la mise en œuvre de ce projet, quand le chef me l'a confié, je m'étais accordé avec lui sur en fait de la façon de gérer. Bon, c'était, je voulais avoir les mains libres. Je ne voulais pas qu'on m'impose des personnes avec qui je devais former l'équipe. Et ça, Sa Majesté était tout à fait d'accord avec moi 100%. Mais non, je lui ai dit, j'allais effectivement donc phosphorer pour pouvoir identifier les personnes qui répondaient aux critères dont je venais de vous dire tantôt. Et maintenant, après, il revenait au chef en tant que le roi de pouvoir donc effectivement donc obtenir de ces personnes leur adhésion. Et dès que ces personnes donnaient leur accord au chef, il me revenait de pouvoir entrer en contact pour leur donner effectivement donc mes attentes et ce que j'attends d'eux dans la commission. Donc ils devaient prendre la présidence. Donc de manière spontanée, la plupart des personnes avaient marqué leur accord. Maintenant, comme je l'ai dit, rien n'est figé. Probablement dans la mise en œuvre, à un moment donné, il y a probablement des facteurs qui n'étaient pas planifiés, qui amenaient à certains finalement de se rebiffer. Mais on avait juste le plan B pour pouvoir continuer. On a regardé, vous aviez un programme très étoffé dans lequel on a trouvé l'éducation, le sport, la santé et les questions traditionnelles. Nous allons un peu fragmenter, question d'analyser effectivement l'impact, sinon les résultats de tous ces domaines. Commençons essentiellement par un des domaines qui aurait fait beaucoup de friction sur les plateformes des réseaux sociaux, le domaine du sport par exemple. Là, nous sommes déjà dans la phase des évaluations. Dans le domaine du sport par exemple, le comité a été beaucoup interpellé et pas forcément dans le bon sens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais écoutez, pour moi, le sport faisait partie des activités ludiques du festival. Activités ludiques, mais également aussi pour pouvoir donc promouvoir le vivre ensemble et la paix entre les Balevins. Cependant, de manière claire, au début, les gens pensaient qu'eux venaient pour en fait avoir une contrepartie rémunéraire.
J'étais clair, je leur dis, de toute façon, c'était d'ailleurs la feuille de route que j'avais définie dès le début, aussi bien à toutes mes équipes, que c'était une activité philanthropique. Il ne fallait pas s'attendre à venir se faire de l'argent ou bien de pouvoir. Personne dans la mise en œuvre de ce festival, et comme je l'ai souvent dit, c'est les Balevins qui en fait ont cotisé et ont financé pour la mise en œuvre des activités. Le festival n'a reçu aucun soutien d'un partenaire à l'international, d'une ONG, et donc c'est que les Balevins qui ont eu à financer. Moi, j'ai toujours, en fait, cette caricature que je prends souvent. Je dis, le chef supérieur Balevin, le roi, a interpellé l'ensemble des quartiers, une soixantaine de quartiers dans le village Balevin, dans le groupement Balevin. Et il était question que chaque fils et fille de ce village apporte sa modeste contribution pour permettre de pouvoir mettre en œuvre les activités qui étaient au festival, qui étaient vraiment des activités très intenses. Et je dis toujours, la pauvre maman, ou bien la pauvre grande sœur, qui est au village, qui a une activité champêtre, récolte ses haricots, récolte ses pommes de terre, va les vendre au marché, il vient de donner 500 francs pour le festival, il vient de donner 1000 francs pour le festival. Et après, on prend cet argent, on se permet à, en fait, améliorer notre zone de confort. Je trouve que ce n'est pas logique. Donc, de manière claire, j'avais dit que chacun, en fonction de son expertise, en fonction de son domaine de compétences, en fonction de son réseau relationnel, essaie de pouvoir apporter une contribution en ayant à l'esprit que nous ne sommes pas là pour payer les gens. Oui, peut-être il faut... C'est une activité qui était philanthropique. J'avais été clair là-dessus. Cependant, on apprécierait en fonction effectivement donc des besoins et des limites pour pouvoir effectivement donc essayer donc de faire quelque chose s'il fallait le faire. Et c'est ce qui était à la plateforme de la mise en œuvre des différentes activités. Très bien. Peut-être il faut recentrer le sujet autour de quelques greffes qui ont été remarqués après notre festival. C'est vrai, peut-être des communautés ou peut-être des individus auraient bien voulu être rémunérés, ce qui n'a pas été inscrit au cahier des charges. Mais il est arrivé de temps en temps d'entendre les gens dire que même le minimum n'était pas fait dans certains domaines pour permettre une bonne réalisation des choses selon les règles de l'art. Et je pense que si nous avons choisi le domaine du sport, c'est parce qu'il y a quand même eu beaucoup de fiction dans ce domaine. Les uns ont reproché. Et là, je rappelle à nos téléspectateurs que c'est un document qui s'adresse à la communauté pour que, bien évidemment, une compréhension soit faite de façon collégiale, collective, sur la démarche managériale du comité de pilotage qui vient de rendre sa copie ou qui va rendre sa copie. Il a donc été plusieurs fois dit, on n'a pas eu de rafraîchissement, on n'a pas joué avec des filets, on n'a pas... Alors, pour le président, je pense qu'il est bon, il est de bon temps sur notre plateau d'échange, de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette cristallisation de certains domaines, dans certains domaines, et le cas du sport, par exemple. Je suis désolé de vous dire que je m'inscris en faux de tout ce que vous êtes en train de me dire, qu'il n'y a pas de filet, il n'y a pas eu de réfléchissement. Ça dépend de ce qu'on appelle réfléchissement. Si le réfléchissement, c'est parce qu'il faut donner des casiers de bière. Ça, c'était pas dans l'agenda. De manière claire, il y avait un responsable de la commission des sports qui, nous avons tous les éléments probants que nous pouvons en fait mettre sur la table pour en fait démontrer que tout ce qui a été demandé et qui était effectivement donc validé a été mis à disposition. Nous avons consenti des efforts. Il n'y a aucun match qui s'est déroulé sans qu'on ne se rassure que nous avons mis des caisses d'eau. Des caisses d'eau pour le rafraîchissement, aussi bien à la mi-temps qu'à la fin. Ça, c'était inscrit à l'agenda et nous l'avons exécuté. Nous avons pris des dispositions pour donner des maillots à toutes les équipes. Donc, des maillots, il y a d'ailleurs une élite
que je tiens à remercier ici, je ne veux pas citer son nom, qui a pris en charge l'achat et le flocage de maillots pour que les phases finales. On peut le citer, hein? Non, communauté. Non, je ne veux pas le citer. Je dis, je veux pas le citer. Donc, il a pris sur lui en charge. Nous avons donné des maillots, des sponsors. Je rappelle d'ailleurs, j'étais à un stade où on avait donné des maillots et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe qui n'a pas de maillot. J'ai posé la question. Les maillots avaient été pris, mais finalement, on n'a pas donné. Donc, c'est parce que j'ai poussé une gueule que finalement, on a sonné pour donner. C'était un tournoi de handball féminin. Et donc, nous avons utilisé aussi bien des maillots achetés floqués que des maillots des entreprises, des sponsors que je ne vais pas non plus faire la pub ici. On a mis à disposition. Et on a demandé, en fait, des moyens financiers pour le tracé des stades, les fidèles. Ce qui a été fait pour, effectivement, donc, en même temps, essayer de pouvoir, donc, rendre le stade assez pratique, ce qui a été fait. Je passe sur le contrôle de mon président de la commission finance, qui d'ailleurs est à l'État et qui a remis au responsable financier, donc au responsable des sports. Donc je voulais dire que sur ce point, je m'inscris en faux contre tout ce qui a été dit. Et même, on a dit qu'on comprimait quelques équipes de manière symbolique. Nous avons également mis des moyens pécuniaires qui ont été déchargés par le président de la commission des sports. Et d'autre part, nous avons dit, n'oubliez pas que nous avons organisé dans un contexte de mobilité économique couplé au Covid, pour lequel on faisait les moyens de notre politique. Nous avons mis à disposition de la commission sport des gadgets, des articles que nous avions reçus de quelques entreprises qui ne nous ont pas donné de l'argent. Ils ont plutôt apporté une contribution à travers du sponsoring, à travers ce qu'ils appellent des premiums. Et ça, nous, on a également donné pour dire que c'était également, on devait capitaliser sur ces premiums pour également aussi donc motiver les participants. Donc, moi, comme je le dis, j'espère que ceux qui se plaignent, eux-mêmes ont cotisé pour le festival. C'est le festival Balvin, comme je l'ai dit, c'est nous qui devions cotiser, mais chacun selon ses propres moyens. Car effectivement, les scènes ne sont pas égaux. Mais j'espère que ceux qui se plaignent, lorsqu'on fera l'état des lieux, je suis en train d'attendre le bilan, je ne sais pas de quelle ville ils sont, donc j'espère que si pour les raisons, et qu'on se rassure qu'eux-mêmes, effectivement, ils ont apporté une contribution parce que la condition était multiforme. Hein. Elle était intellectuelle, elle était physique, elle était matérielle, elle était financière. Mais non, ceux qui pouvaient en fait contribuer au niveau de toutes ces strates, mais ceux qui ne pouvaient pas, mais au moins que c'était des signaux qu'il fallait, peut-être s'il n'a pas contribué, qu'il est venu effectivement donc faire promouvoir ses talents, dans l'esprit de promouvoir le vivant ensemble, la paix entre les ballons, ok, tant mieux. Très bien. Alors, je vais prendre un autre domaine. Précisons que vous avez fait dans la partie éducation la formation des jeunes en matière d'informatique, ce qui n'a vraiment pas connu de critique sur le parcours. D'ailleurs, vous avez reçu le représentant président de IAI Cameroun ici, ce qui était honorable pour notre village. Mais sur tout un autre plan éducatif, vous avez organisé des séries de conférences à l'adresse de la communauté et surtout des jeunes. Mais on n'a pas remarqué une grande mobilisation des populations pendant ces différentes conférences qui ont fait au moins une semaine, 2 semaines. Comment on peut comprendre cette situation? Je pense que soyons quand même, essayons de pouvoir relativiser la mobilisation. Il ne faut pas de vue que les différentes conférences ateliers, il y avait des cibles précises. Donc c'était par cible. Moi je dis juste ici, lorsque vous prenez la conférence sur les bonnes pratiques agricoles et le bon usage des pesticides, elle concernait effectivement nos parents qui sont planteurs, éleveurs, paysans. J'étais impressionné par leur mobilisation. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Dans les autres conférences, comme vous dites, il y avait plusieurs articulations. Hein. Il y avait la délégation de des affaires sociales qui présentait une conférence sur les flots, les problèmes des fléaux émergents, donc tels que le tabagisme, la drogue, la sexualité en milieu des jeunes. Et d'autre part, nous on était clair qu'on ne voulait pas avoir plus de 50 personnes par session, dans l'esprit de respecter les institutions gouvernementales. Donc ce qui voudrait dire,
En amont, nous, on a fait tout ce qu'il fallait en termes de communication. Je pense que d'ailleurs, vous étiez partie prenante. On a impliqué les délégués départementaux qui avaient en charge ces différentes, qui devaient animer ces conférences. Mais également, on a fait du porte-à-porte au niveau des établissements d'enseignement secondaire installés à Balvin, parce qu'en fait, c'était la cible. Et ce qui ressort, c'est que je pense que nous avons quand même eu, en fait, un échantillon. Et dans mon esprit, le plus important, c'est que le message passe. Le plus important, c'est que le message passe et que finalement, ceux qui étaient là soient des relais. C'est exactement comme dans une coupe 4 par 4. Nous, on ne pouvait pas avoir des masses. Je me rappelle même le jour de l'ouverture solennelle du festival, avec effectivement la sortie des danses manies, des Menzons. Le chef et moi, au départ, on était parti sur un scénario où on devait avoir 300 manies, on devait avoir 300 personnes dans les danses Menzons, mais on s'est dit, mais si on fait ça, on va avoir l'État contre nous. Et aussi, au-delà de l'État, il va de notre santé. Le contexte Covid ne prête pas qu'on ait ce genre de mobilisation de foule. On avait finalement réduit à 50 manies pour la parade de Mani, l'ouverture du festival, à 50 personnes pour les danses Menzons du festival. Et dans la mise en œuvre des différentes ateliers que nous avons prévus pendant le festival, c'était en fait ce concept qui était à la base de développement des différentes activités que nous avons inscrites à l'agenda. Encore que surtout que je dis, sur le plan de communication, on a fait ce qu'il fallait à travers les radios communautaires locales. Yamba Ndiela qui en fait a annoncé, et certaines conférences sont passées sur ces chaînes de radio pour effectivement donc essayer de parler des thématiques qui devaient faire donc être à l'agenda. Nous avons utilisé donc une voiture sonorisée pour en fait sensibiliser les populations. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, fait du porte-à-porte dans les différentes stations d'enseignement secondaire de Balvin. Donc, on a fait tout ce qui était de notre domaine. Encore une fois de plus, il faut l'utiliser parce que beaucoup de personnes n'y croyaient même pas à cause du Covid. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, je pense que vraiment, on doit se sentir très fier d'avoir pu, nonobstant le contexte du Covid, qui faisait déjà que beaucoup de personnes, en fait, se rétractaient. N'étaient même pas parce qu'on n'y croyait même pas. Ça, je n'en reviens pas quand nous avons pu, dans un contexte comme celui-là, où effectivement, les gens étaient psychologiquement pas dans un état d'esprit de pouvoir effectivement donc se mobiliser, mais nous avons eu quand même de la mobilisation. C'est ça que je retiens, c'est le plus important. Très bien. Vous avez réussi le pari à cette occasion de pouvoir mettre dans votre menu le domaine art et culture. Sur le plan culturel, les danses ont fait de véritables parades, on les a vues. Mais dans le domaine de l'art, cette fois, le secteur de l'art culinaire qui était au programme a eu un succès probant. Mais il y a une autre catégorie d'artistes qui aurait interpellé votre comité pour n'avoir pas été suffisamment considérés. C'est les artistes plasticiens qui ont fait par exemple des déplacements et qui ont avoué avoir été totalement négligés sur le parcours. Était-ce un fait d'ignorance ou qu'ils n'étaient pas considérés dans la programmation initiale? En fait, comment les plasticiens avaient été envisagés pour prendre part, d'après votre plan de stratégie? Moi, je pense que pour être clair avec vous, là, je tombe de nu d'entendre que les plasticiens y étaient, parce que de toute façon, chaque corps de métier qui, en fait, s'est mobilisé pour ce festival, en fait, il y avait un leader qui était chargé de pouvoir assurer la gestion de leur agenda. Nous avons parlé de l'art culinaire, effectivement. Il y avait effectivement une personne dans le comité de pilotage qui, en fait, avait le leadership pour gérer, effectivement, dans l'art culinaire. Quand vous prenez les artistes balevins pour le méga concert, il y avait quelqu'un qui a été nommé, qui s'est présenté aux réunions et qui on a donné le leadership. Beaufil, je pense, Beaufil, qui ont été chargés donc de pouvoir donc, en fait, enregistrer tous les artistes. Mais je n'ai pas vu, j'ai tenu au moins 14 réunions pour ce festival. Je n'ai pas vu une seule personne qui est venue pour dire moi je prends le leadership pour la plastique.
Je dis, lorsqu'on a le mini-comice agro-pastoral, il y avait un leader. Donc, et c'est ce que j'avais dit dès le début. Lorsque je commençais j'avais fait un courrier co-signé par le chef pour lequel on demandait à tous les bailleurs de bonne foi et disponibles qui voudraient vraiment s'approprier du festival, de se signaler. Et c'est ce qu'on a eu. Moi, au niveau de la plastique, j'avoue, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est présenté à la réunion et qui voulait prendre le leadership pour cette activité. Très bien, mais donc, je dis, je prends le point, peut-être dans les prochains festivals, celui probablement qui reprendra la présidence devra tenir compte et que, effectivement, lorsqu'on fait le chemin qu'on essaie de voir effectivement pour la plastique et qu'on puisse en fait activer pour trouver un magasin qui effectivement donc, pourrait prendre le leadership et donc s'accaparer de cette activité. Nous avons quand même reçu la demande d'un plasticien à participer à ce festival à pratiquement 3 jours. Il a, sur les fêtes, reçu un accord de principe du comité de pilotage, comme quoi il fallait quand même que le village bénéficie d'une certaine visibilité sur ce plan. Et donc, c'est à présent que nous remarquons quand même que sur le parcours, dans la préparation, personne n'avait au départ envisagé de conduire la chose. Mais je crois qu'on peut sortir de là pour apprécier tout un autre domaine. Vous avez parlé aussi des mariages collectifs et des audiences foraines. Est-ce que vous en tirez satisfait totalement, Monsieur le Président? Comme je l'ai dit tantôt, je suis globalement satisfait. Mais ma satisfaction reste mitigée. Mais encore, comme je l'ai dit, le contexte ne s'y... J'aurais souhaité avoir, en fait, si on met sur une échelle, avoir 100% de satisfaction au lieu de 90%. Peut-être aujourd'hui je suis à 60%, mais là encore une fois, je relativise parce que c'était une première dans ce village, que ce soit les audiences foraines, pour des actes de naissance aux populations qui en sont dans le besoin, des populations fragiles, ou alors le mariage collectif. Et une fois de plus, je pense qu'on aurait pu avoir en fait plus d'intérêt si le contexte y était favorable. Il y a également ce contexte de Covid, une fois de plus, qui a fait que beaucoup de personnes, en fait, Covid plus conjoncture, car qui dit Covid dit aussi baisse d'activité, et donc aussi les gens, effectivement, qu'on ne le veut pas, même si on dit c'est gratuit, mais il y a toujours un coût, c'est même symbolique, ou parfois, effectivement, à cause du contexte, pour moi, ces personnes n'étaient pas en mesure de faire. Mais je peux quand même dire qu'on a eu plus de une cinquantaine de personnes qui, en fait, finalement, donc, ont eu la chance, je dis l'opportunité, de pouvoir donc être enrôlés dans les audiences foraines qui ont permis de pouvoir délivrer des actes de naissance à ces enfants. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Nous, on aurait effectivement voulu que ce soit, en fait, dans une proportion plus importante que celle-là. Les mariages collectifs, on a eu une dizaine de couples qui sont venus pour célébrer leur mariage. Et ça encore, je dis, quand on dit dizaines de couples, plus les parrains, les témoins, on s'est quand même retrouvé à plus de 80 personnes. Ce qui était au-delà également aussi des mesures prescrites par le gouvernement. Donc, globalement, je pense que, tenant compte du contexte qui était le nôtre, je peux dire que ça a été quelque chose de fait et que nous sommes satisfaits. Mais il faut relativiser la satisfaction, parce que si c'était dans un contexte ni Covid, ni conjoncture économique, j'aurais eu une satisfaction qui sera en fait au-delà de celle que je ressens aujourd'hui. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous allons terminer par 2 points qui vont nous être importants. 2 points parce que c'est là où ça fait souvent très mal. Mais nous avons promis au cours de cette émission de faire table rase sur des questions taboues. Nous reviendrons dans un instant pour parler de la question de mobilisation des ressources, de leur gestion et du type de bilan auquel la communauté devrait s'attendre. Après cela, nous parlerons des perspectives. Retrouvons-nous dans un instant. Alors, président Richard Dongué,
à la mise en route définitive du festival, vous avez proposé aux différentes communautés un compte bancaire dans lequel des moyens pouvaient être versés, y compris aux entreprises. Alors, était-ce une façon de prendre la distance par rapport à la question financière? Est-ce que c'était juste une façon de centraliser la gestion autour de vous? Est-ce que... Bref, parlez-nous de comment est-ce que vous aviez organisé la mobilisation des ressources? Mais écoutez, hein, de manière claire, moi je suis de nature très transparent. D'ailleurs, lorsqu'on a commencé la collecte des fonds à travers les différents comités baladins, auprès desquels on avait fait appel aux chefs des communautés, on a donné des carnets de contributions, on a construit des carnets de souche. Et pendant tout le process de mettre transport à travers le forum, je faisais ventiler voilà, l'état financier. Voilà ceux qui ont contribué, que ce soit ceux de la diaspora, que des comités baladins de Douala, de Yaoundé, de Consama, de manière claire. J'avais demandé aux responsables financiers de manière claire de faire une mise à jour et que l'on puisse se mettre à la disposition de ceux qui veulent savoir. C'est une manière aussi d'éviter qu'on soit dans une situation de cacophonie ou de flou. Donc, pour moi, la transparence ne souffrait d'aucune contestation. Et en temps réel, nous avons de manière permanente fait une communication dans ce sens-là, mais aussi durant toutes les différentes réunions du comité de pilotage. Toutes les différentes réunions du comité de pilotage, j'ai inscrit à l'agenda toujours un point financier qui avait pour but de dire en fait à toutes les personnes qui étaient présentes que voilà ce que nous avons comme budget, voilà là où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc pour moi c'est la transparence et que la transparence. Et là, le festival est terminé, je suis en train de préparer en liaison avec le responsable financier tous les états financiers qui vont faire l'objet d'une réunion bilan où nous allons présenter effectivement ligne par ligne, rubrique par rubrique, les entrées, les sorties et quelle est la situation du compte festival au terme de sa mise en œuvre. Il arrive dans certaines organisations d'avoir effectivement cette structuration, mais une structuration rigoureuse de fait, où on peut avoir par exemple un trésorier, mais que l'ordonnateur est aussi parfois manager des finances, et qu'à la fin on arrive toujours à un bilan parfois déficitaire. Est-ce qu'on peut croire que votre méthode a épargné le peuple balevin de certains types de ce genre de... Je voudrais rassurer la population balevin, déjà que ça va être une première parce que je peux entendre que les deux éditions antérieures, il n'y avait jamais eu de bilan. C'est ce que j'ai cru entendre, mais je m'étais donné comme objectif de en fait casser ces ondits et de faire un bilan où n'importe quel balevin qui est soumis pourra venir le jour de la réunion. On fera un bilan financier. D'autre part, on m'a dit que les deux autres éditions ont été déficitaires. Mais je pense que celui-ci ne sera pas déficitaire. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Il ne va pas être déficitaire. Et ça aussi, cela dénote la manière par laquelle le comité de pilotage a géré avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de clairvoyance, dans l'esprit, le fait qu'il faudrait qu'on intègre en fait tout ce qui a été dit dans le passé et que nous puissions en fait nous capitaliser dessus pour maintenant donner une autre vision, une autre configuration du festival. Donc je peux vous rassurer que nous avons été très rigoureux envers nous-mêmes. Mais le but était effectivement parce qu'on se disait, comme je l'ai dit tantôt, je suis contre le fait qu'on cotise l'argent et que les gens viennent se permettre en fait penser que c'est une entreprise pour laquelle ils doivent avoir un salaire. C'est pas un salaire. Vous ouvrez là la piste de la perspective. Et je voudrais, au nom des téléspectateurs, féliciter cette approche qui voudrait que, à Balevin, après un festival organisé dans un contexte d'austérité financière,
qu'on ne puisse pas avoir un compte déficitaire. Alors, s'il devrait rester 1 centime, pour vous, quelle est la chose prioritaire sur laquelle vous souhaiteriez qu'on investisse? Écoutez, je sais un peu être égocentrique de ma part. Je pense que ça doit faire l'objet d'une discussion avec effectivement donc, toutes les personnes impliquées et qu'on fasse un brainstorming pour voir donc de manière consensuelle déterminer effectivement donc l'orientation qu'on devrait donner et effectivement sur la plus-value qu'on aura eu au terme du festival. Pour vous, c'est quoi le lendemain de ce village? En même temps, pour vous-même, l'individu, M. Richard Dongue, et pour le village. Je repose la question. Le festival est terminé. Est-ce que vous jetez l'éponge? Est-ce que vous resterez quand même dans la chaîne des valeurs actives du village? Comment vous envisagez les lendemains dans ce village? Écoutez, moi je vous ai dit tantôt, je suis de ceux qui pensent que chaque élite, je veux dire chaque fils et fille balvin, devrait se sentir concerné par le développement de ce village et se poser à chaque moment la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon village pendant que j'étais sur terre? On est tous de passage, le Balvin restera, rien n'effacera Balvin de la carte du Cameroun. Donc, vu sur cette prisme-là, je peux vous dire que je reste ouvert. Et malgré, effectivement, donc, comme je dis, il n'y a jamais une œuvre humaine qui soit en fait quelque chose de parfaite. Ça, je dis, il n'y a jamais une œuvre humaine qui soit parfaite. Le plus important, c'est de pouvoir prendre les points et se dire quels sont les points d'amélioration. Et je cesserai en fait être intellectuellement malhonnête et même être un peu en dehors de ma façon de voir si je vous dis je jette l'éponge. Moi je suis un fils balvin et tant que le devoir m'interpellera et que je puisse, si le bon Dieu me donne la santé et la force, apporter une modeste contribution au développement de ce village, je serai disponible. Ce dernier mot fait objet de message de l'homme. Il est de bon ton de croire que demain, on peut le revoir dans les activités, peut-être comme locomotive, peut-être comme wagon. Mais en tout cas, il demeure vrai, le président Richard Dongue nous certifie que son appartenance à la terre Balvin reste incontestable. Puissions-nous avoir l'occasion dans nos différentes plateformes de densifier la communication de notre village pour le bonheur de ce propre village. Merci infiniment d'avoir regardé. À très bientôt.